Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est déjà venu sur les Sentiers du Réel. Il s'agit de Didier Coillac. Didier Coillac est un chercheur autodidacte, un Indiana Jones en herbe. On va y revenir. Il va ci et là, aux quatre coins de la France, parcourir et photographier donc les monuments historiques. Il nous avait déjà évoqué le château de Chambord, le château de la Loire, le château de Versailles également. Il s'intéresse énormément à l'histoire, à l'architecture également. Et donc aujourd'hui, c'est une autre facette, un autre point de vue qui va développer aujourd'hui, puisqu'il s'agira d'artefacts extraterrestres dans les anciens monuments de l'histoire. Bonjour Didier, comment allez-vous? Bonjour Alexis, je vais très très bien et je suis très heureux d'être en votre compagnie la seconde fois. Et merci beaucoup pour votre proposition d'interview aussi également parce que vraiment voilà vous avez comme je le dis à chaque fois un point de vue totalement différent de ce qui se fait enfin de ce qui se fait même pas je dirais parce que à la limite en France en tout cas vous êtes le seul à décoder à décrypter l'architecture qui est codée hein, on le sait très bien vous êtes assez connu pour ça donc avec notamment donc toute cette période Louis XVI etc. Oui, il est étrange que personne avant moi en fait n'ait parlé vraiment quoi du codage qui se trouve dans les monuments de l'ancien régime. C'est tout à fait étrange parce pourtant il y a des milliers de pièces de puzzle qui sont disposées un peu partout et en fait le message est là, il ne demande qu'à ce qu'on parle de lui. Oui, c'est vrai, c'est dommage, mais bon, voilà, il faut bien quelqu'un qui le fasse. Donc, vous, en l'occurrence, vous avez osé franchir, ce décryptage qui n'est quand même pas facile, qui est assez personnel, parce que oui, c'est vrai que vous n'êtes pas professeur d'histoire, mais vous vous intéressez énormément à tout ça. Donc, c'est un autodidacte parfait finalement que j'ai envie de Oui. dire, avec Alors votre œil aguerri aussi. c'est Oui, personnel, mais en même temps, toute ma démarche s'appuie sur la rationalité. Il s'agit vraiment de retrouver un message, des messages qui ont été déposés il y a des siècles par les bâtisseurs. Et donc la démarche essaie vraiment de cadrer avec une certaine logique. Et voilà, ce sont vraiment, enfin, c'est ce que j'essaie de faire constamment, de faire parler les monuments, quoi, et pas simplement de plaquer dessus une subjectivité que j'aurais moi. Mais même aussi, voilà, même si évidemment je le fais très certainement un peu. oui, et puis bon, de toute façon, ben, on le sait très bien, tout ça est un grand puzzle. Saura-t-on un jour la vérité? Ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, vous êtes parmi les personnes qui en tout cas, font avancer Non, le schmilblick, comme je le dis toujours. je peux vous dire, Alexis, que l'on saura la vérité assurément un jour. Parce que justement, ce décryptage permet d'arriver à des choses précises. Donc, on peut sortir en fait du peut-être, du pourquoi. Parce que si on pose des questions, à un moment donné, faut arriver aux réponses. C'est très important. Et justement, les monuments, les personnages du passé, les bâtisseurs, certains artistes permettent justement ils ont tenu quoi, à apporter des réponses qu'il suffit de retrouver dans leurs œuvres. Oui, alors effectivement, donc vous vous basez également, on en reparlera peut-être tout à l'heure, justement dans votre livre, j'ai vu donc un passage où vous avez des anciens dictionnaires de la langue française avec des anciens mots, c'est très important parce que vous y découvrez beaucoup de choses grâce à ça, et donc on va peut-être y revenir aussi. Donc aujourd'hui, vous allez en tout cas nous parler eh bien de ces artefacts. Alors quand je disais artefacts, ce sont bel et bien des sculptures qui existent, hein, des figurations. On pourrait dire des entités extraterrestres, en tout cas voire non humaines, hein, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors c'est vraiment assez complexe parce qu'encore une fois, voilà, il n'y a pas de documents bien sûr officiels qui en parlent, ça c'est normal, on le sait pourquoi, mais aujourd'hui vous allez en tout cas tenter eh bien, de nous faire découvrir donc toutes ces captures d'écran, toutes ces captures, ces photos que vous avez fait vous-même d'ailleurs aux quatre coins de la France. En tout cas c'est un travail monumental. Eh bien oui, on peut dire, sans être prétentieux, que la connaissance avance. On connaît les monuments d'une certaine façon, et puis à un moment donné, on découvre une facette dont personne n'a jamais vraiment parlé avant. Et donc, ça n'exclut pas hein, qu'il y ait à droite à gauche ou qu'il y ait eu des initiés qui connaissaient très bien ce message des monuments, qui connaissaient des réalités, notamment concernant les extraterrestres, mais qui n'en parlaient pas parce qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler. Donc,
j'essaye de faire progresser la connaissance de l'architecture ancienne. C'est ça, exactement. Alors aujourd'hui, donc, vous nous présentez eh bien, donc des images, vous avez beaucoup d'images, ça va être très visuel comme conférence, puisque notamment vous allez donc nous partager plusieurs photos de votre crue hein, que vous avez donc effectué vous-même et expliquer donc celle-ci. Oui, parce que à force de visiter les monuments à droite à gauche, j'en ai donc j'ai été dans des dizaines de monuments et je suis en possession d'une collection de photos, de détails d'architecture, de décoration que je suis très certainement le seul à posséder, quoi. Donc c'est intéressant d'en parler. Donc là, vous allez nous présenter donc les premières photos. Alors, il semble que ce sont des angélos, tout ce qu'il y a de plus classique, mais seulement vous avez effectivement déjà vu autre chose. Eh bien oui, ici nous voyons des figures qui ont été photographiées dans une ville que vous connaissez bien, puisque Alexis, c'est votre ville, c'est Bruxelles. Et donc la première à gauche, elle est dans la cathédrale Gudule et Michel, c'est Oui, ça? oui, oui. Saint-Michel et Sainte-Gudule, oui, oui. Très Là. importante d'ailleurs, oui, oui. Et la seconde est à Notre-Dame de la Chapelle. Alors, on voit donc des figures que l'on voit dans beaucoup de monuments, hein, dispersés partout. Il y a sûrement des centaines et des centaines de représentations similaires qui sont dispersées un peu partout en France et en Belgique et certainement aussi dans d'autres pays. Et ce sont des anges essentiellement, mais on peut s'apercevoir que les anges sont mixés avec des espèces de feuilles de papier déroulées ou partiellement déroulées. Vous pouvez voir à gauche, sous la tête de l'ange, il y a une courbe. Ça, bon, par comparaison avec d'autres éléments, on sait qu'il s'agit d'un parchemin ou d'une feuille de papier qui est déroulée. Et à droite, vous avez la tête d'enfant avec les deux ailes, ce qu'on appelle un chérubin. Et donc, sa tête est posée sur le même type de motif, hein, un parchemin ou une feuille de papier roulée et partiellement déroulée. On peut voir aussi les lignes, comme des lignes de texte qui seraient suggérées. Donc, ça veut, on pourrait, si on cherche ce que ça veut dire, parce que ce que ça veut dire, c'est pas directement évident, quoi. C'est quand même une décoration plutôt étrange, bon, qui n'est pas spécialement belle et qui peut sembler énigmatique. Mais si on cherche une explication à la création de ces assemblages-là, de ces décorations-là, on peut penser qu'il existe une connaissance, un savoir, qui est écrit sur des feuilles de papier et qui a trait aux anges. D'accord? Mais cette connaissance ne nous est pas directement dite. Donc ça peut se référer à la Kabbale, hein, la tradition ésotérique juive. Ça peut se référer aussi à la Kabbale chrétienne, qui a été reprise à la Renaissance. Voilà, des connaissances ésotériques. On peut se souvenir aussi que, enfin, ou l'apprendre si on ne le sait pas, que dans la Bible, les anges, les malakim, ce sont les messagers de Dieu. Mais il est étrange de constater qu'ils ont souvent une corporalité. Ils sont humains, quoi. Ils ont quelque chose de physique. Ils n'apparaissent pas comme des créatures spirituelles, contrairement à ce que la tradition catholique après a entériné, parce que les anges, ils marchent, ils se reposent, ils prennent un repas. Voilà, ils apparaissent, aussi surprenant que ça puisse sembler, comme des êtres humains, quoi, ou des êtres physiques, en tout cas. Par exemple, lorsque, avant la destruction de la ville de Sodome, il y a deux anges qui viennent voir Lot. Et donc, ils ont besoin de se reposer un peu. Ils prennent des repas chez Lot. Et même les habitants de Sodome assaillent la maison et veulent que Lot leur livre les deux anges, qui sont donc bien comme des humains, quoi. Voilà. Sur la seconde image, on voit deux autres photos. Celle de gauche provient, je crois, de la basilique de Saint-Quentin.
et celle de droite du château de Blois, château royal. Donc à gauche, on peut voir encore un ange, et d'ailleurs il y a des centaines et des centaines de motifs quasiment similaires, dispersés un peu partout dans les cathédrales et les églises. Il plaque devant lui une feuille de papier ou un parchemin. Donc évidemment, on s'attendrait à voir quelque chose qui était écrit sur ce support. Mais en fait, le plus souvent, il n'y a rien. Le document est vierge. Voilà, donc bon, il y en aurait qu'un, on dirait, c'est pas grave, c'est une anomalie, mais devant la récurrence de ce fait, on est amené à se constater ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que les anges nous montrent des feuilles qui tiennent à nous communiquer un message qui n'est pas écrit? Eh bien, ça veut simplement dire que ce message, il faut le décoder, le décrypter. Il n'est pas écrit parce qu'il est codé dans la structure de l'architecture et dans la décoration. Et à droite, donc on peut voir encore deux anges qui déroulent une sorte de phylactère, là, de feuilles de papier tout en longueur. Et ils nous présentent en fait les armes de France, les 3 lys de France. Donc quelque part, c'est normal que les anges soient associés à la royauté, puisque la chrétienté, la France, quoi, fonctionnait d'un côté, vous aviez le pouvoir temporel, c'est le roi qui régnait et qui gouvernait, et de l'autre côté, vous aviez le pouvoir spirituel qui était assuré par l'Église. Et l'Église et la royauté fonctionnaient de pair. Voilà. Donc en fait, vous avez les 3 lys royaux avec les 2 anges qui représentent le pouvoir de l'Église. Mais voilà, pourquoi le phylactère est-il déroulé, quoi? Pourquoi nous présenter comme un document quelque chose qui ne porte aucun texte, aucun message? Et on va s'atteler à comprendre quel est le message. Je passe donc à la diapo suivante. Ce sont 2 photos qui ont été prises à la cathédrale d'Amiens. Voilà, et là, on peut s'apercevoir que bon, qu'il existe une multitude aussi répartie dans de nombreuses cathédrales, des sculptures comme ça, bon là, elles ne sont pas présentées telles qu'on les voit normalement visuellement quand on est enfin, devant le monument, puisque en fait, les photos ont été basculées de 90 degrés. Voilà. À droite, par exemple, c'est une gargouille qui en principe est à l'horizontale. Et l'eau, donc, s'écoule par sa bouche. Voilà. Et à gauche, bon, on pourrait dire c'est un démon, c'est un diable. C'est bon, dans une cathédrale, finalement, c'est logique de représenter les forces du mal. Pourquoi pas, quoi. Mais quand même, il faut se rendre compte aussi que cet être humain à tête animale, et c'est pareil sur la photo de droite, ça évoque quand même tout à fait ce qu'on pourrait appeler un humanoïde. Et si on a un petit peu d'imagination, si on pose une hypothèse, ça pourrait être un extraterrestre. Tiens, pourquoi pas? Voilà. Et celui de droite représente une gargouille assez classique, avec sa tête intermédiaire entre l'animal et l'homme. Ces êtres-là ont l'air intelligents, hein. Ils donnent l'impression, en fait, d'avoir une intelligence humaine, hein, tout en ayant des caractéristiques animales, tout en ayant des caractéristiques qui ne sont pas directement celles des humains de notre Terre. Et donc, ils regardent en hauteur les gargouilles. À chaque fois, des centaines ou des milliers de gargouilles regardent le ciel, quoi, comme si elles voulaient nous indiquer quelque chose dans le ciel. En plus, celle-là, si je puis me permettre, celle de droite, elle a en plus un voilage sur elle. En tout cas, elle est habillée, cette gargouille. Donc, on pourrait peut-être Voilà. suggérer qu'elle a un statut, puisqu'elle est habillée. Mais enfin, voilà, ça c'est mon interprétation, hein, moi. Hein. Oui, du fait que le personnage porte un vêtement, Oui, on peut penser qu'il appartient à une certaine civilisation, quoi. voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, et qu'il n'est pas simplement un animal. Voilà, ouais, tout à fait. Donc, la diapo suivante,
nous montre des vues, donc de gauche à droite, ça vient de la cathédrale de Reims, la cathédrale du Sacre des Rois, de la basilique de Saint-Quentin encore, à droite de la cathédrale de Reims encore. La photo de gauche, donc, vous voyez, on voit une sorte d'humanoïde encore, bon, qui peut être considéré comme un diable, un démon. Donc c'est l'explication forcément classique, parce que dans la mesure où ce type d'inspiration provient du Moyen-Âge, ou a été refait depuis, mais sur des modèles du Moyen-Âge, on n'allait pas dire que les gens du Moyen-Âge représentaient des extraterrestres. Hein, c'était impensable. Donc des petits diables, bon, qui ornent comme ça les cathédrales, pourquoi pas? C'est une première approche. Il faut remarquer que celui de gauche a sur la tête une sorte de crête. C'est tout à fait similaire à ce que on peut voir sur une illustration d'un livre de David Icke, vous voyez, qui parle des reptiliens. Voilà, la ressemblance est vraiment troublante, quoi. Et donc cette crête est là pour vraiment signifier, eh bien ouais, ce personnage n'est pas humain, quoi. D'accord, il n'y a aucun être humain qui porte comme ça une crête sur le crâne. Et au milieu, la photo du milieu, vous avez un personnage qui apparaît un peu comme une tête moitié humaine, moitié animale. Il est debout, hein, comme un être intelligent. Il est un petit peu comme sur un bateau, quoi. Et il regarde ce qui se passe à l'extérieur. Il regarde en fait ce qui se passe en bas. Voilà. Et à droite, c'est une figure issue de la restauration du 19e siècle de la cathédrale de Reims, du fameux Eugène Viollet-le-Duc. Il a posé sur le chevet de la cathédrale de Reims des sculptures comme ça, qui sont assez étranges, parce que celle-ci, par exemple, ça fait vraiment un humanoïde, quoi, avec une tête animale. Et donc, il regarde le ciel, il regarde en hauteur. C'est peut-être de là qu'il provient, ou là qu'il habite. Et il ouvre la bouche et il montre sa langue, mais très très peu. Ça peut faire penser à une expression du moyen français, avoir courte langue. Ce qui voulait dire garder le secret. Voilà, donc on peut se demander s'il n'y a pas un secret relatif à ces personnages qui peuvent poser quelques questions, quoi. Là, il y a deux photos de mon amie Julie qui a visité la cathédrale de Reims. Je passe à la diapo suivante. Nous sommes maintenant à gauche dans les jardins de Versailles et à droite sur la cathédrale de Reims. À gauche, on voit bien un personnage qui est un humain encore, mais qui a une tête de batracien ou de reptile. Le propos, officiellement, c'est qu'une déesse grecque, Latone, était en colère contre certains humains et elle les a transformés en grenouilles. Et on voit ici un paysan de Lycie qui se transforme en grenouille. Mais bon, il faut bien reconnaître que là encore, ça pourrait tout à fait être un être qui habite une civilisation qui n'est pas terrestre, mais qui serait humanoïde. On a le droit de le penser. Voilà. Et ça pourrait être donc un reptilien, parce qu'entre une tête de grenouille et une tête de reptile, franchement, je ne fais pas la différence. Alors que à droite, c'est donc à la cathédrale de Paris, et on peut voir, voilà, notamment ce personnage qui a une tête plutôt étrange, pareil, qui pourrait être celle d'un reptile. Je pense que la mâchoire supérieure a cassé. Et lui aussi tire la langue un peu, quoi, un tout petit peu. Donc avoir courte langue, garder le secret. Parce que il faut savoir que dans toutes ces histoires de monuments, donc qui présentent des messages secrets, eh bien, dans l'alchimie, par exemple,
Une des clés essentielles, c'est vraiment le vocabulaire, ce sont les mots. Et donc, ça vient de la Kabbale juive, avec la guématrie, ça vient même des hiéroglyphes égyptiens, hein, qui sont lisibles à plusieurs niveaux. C'est la science du dieu Thoth. Et donc, à partir de la Renaissance, on s'est inspiré quoi, de cette façon de procéder. Donc, le vocabulaire est porteur de certains sens cachés. C'est ce qu'on appelle c'est la langue. Voilà, c'est ça. La langue des oiseaux, le gai savoir. Voilà. Donc, à ce stade-là de l'enquête, on se dit que tous ces personnages qui sont dispersés dans l'architecture à différentes époques, eh bien, ça pourrait être des extraterrestres. Même si, à ce stade, il y en a pas de la preuve. Mais bon, comme on a une mentalité intellectuelle ouverte, comme on n'est pas trop conditionné par les médias et les gens diplômés, on se dit, tiens, il pourrait s'agir d'extraterrestres. Et il est intéressant de voir où cela pourrait nous mener. Et donc, la diapo suivante, c'est une gargouille hein, qui est redressée à 90 degrés de la cathédrale d'Amiens, alors qu'à droite, c'est une gargouille de la basilique de l'Épine. Voilà, là, toutes les gargouilles, en fait, enfin, la plupart, quoi, sont des êtres hybrides, composés entre plusieurs espèces, et qui, lorsqu'on les regarde dans le bon sens, parce que là, on a une créature qui est assise et qui relève la tête vers le ciel. Bon, ce qui, encore une fois, dénote qu'elle a une connexion, un rapport avec le ciel. Donc, il y a les ailes d'un oiseau, les pattes peut-être certainement d'un bouc. Voilà, une tête un peu En tout cas, avec sa main, elle semble réfléchir, hein, elle semble penser à quelque chose, on ne sait pas quoi, bien voilà. entendu, mais Moi, voilà. je décrivais celui de gauche. Oui. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui, oui. Mais effectivement, attendez, parce que ce qu'on peut dire devant une créature qui est composite entre plusieurs espèces, devant un modèle qui n'existe pas dans la nature terrestre, on pourrait l'appeler un monstre. Un monstre, c'est très intéressant parce que un monstre, dans l'ancien et le moyen français, c'était une chose prodigieuse, une chose incroyable. Alors que le verbe monstrer, il avait comme sens, notamment, enseigner, initier, se révéler. D'accord. Donc, on aurait pu créer ce type de sculpture pour nous amener à nous questionner, à nous intéresser au vocabulaire qui décrit la sculpture. Voilà, et donc il s'agirait de quelque chose de prodigieux, d'incroyable, un monstre. Il y aurait quelque chose à voir avec le ciel. Voilà. Celui de droite, effectivement, ça fait un humain, mais couvert de poils, sauf son visage. Il a l'air de réfléchir. Voilà. Quoi. Donc là, euh, comme on peut le voir sur la diapo suivante, c'est une photo que j'avais prise il y a très longtemps dans un petit village du Val-de-Loire. Et dans un parc, j'étais tombé sur ces deux sculptures qui ont été déposées à une époque indéterminée. Et donc, on voit encore des sortes d'animaux qui regardent le ciel. Celui de droite fait notamment penser à E.T., l'extraterrestre, un peu. Il n'est pas exclu de penser que certains réalisateurs qui font des œuvres qui comportent des messages vraiment intéressants et profonds, bien que ces gens-là soient initiés à certains secrets, parce qu'ils appartiendraient à une société secrète qui leur a fait savoir certaines choses très très rares et précieuses. Donc ils n'ont pas le droit d'en parler, mais ils le suggèrent dans leurs films. Voilà. Bon. C'est juste une parenthèse. Je passe à la diapo suivante. Et là, je vois des dessins d'un certain Ray Kozulandish,
qui est un contacté de notre époque. Un contacté, c'est-à-dire une personne qui se dit en contact avec des extraterrestres. Et son père était aussi un contacté et son grand-père également. Et donc, il a dessiné sur un carnet 32 espèces d'extraterrestres qu'il dit avoir vues. Et on retrouve ici, sur ces deux-là, tout à fait des espèces d'humanoïdes couverts de poils, intermédiaires entre l'homme et l'animal. Voilà. Donc, ce que ce monsieur Kozulandish a vu, si on lui fait confiance, mais bon, c'est un témoignage parmi beaucoup d'autres, parce que à un moment donné, la multitude quand même des témoignages se recoupe en un message unitif. Bon, on peut penser que ça avait été vu il y a des siècles aussi, et que ça a laissé une marque profonde. On peut penser qu'il y a eu des contacts entre la royauté et certains extraterrestres, et que il en a résulté des choses que l'on ignore, mais il en a résulté quand même ce codage des monuments, pour témoigner, pour dire certaines choses secrètement, qui sont à interpréter, des choses, des réalités d'avant-garde qui ne pouvaient pas être dites explicitement sur la place publique. Voilà. Sur la diapo suivante, on passe à d'autres sculptures. Donc, de gauche à droite et de haut en bas, ça a été photographié au château royal au palais de Compiègne, ensuite au château de Champs-sur-Marne, au palais du Louvre, le musée du Louvre, dans l'escalier de la reine du château de Versailles, dans les jardins de Versailles, et enfin sur une porte du château de Fontainebleau. Voilà. On constate qu'il existe des visages de lions ou d'hommes lions, plutôt étranges, énigmatiques, qui sont répartis partout. Il en existe une multitude partout, quoi, dans les différents monuments, aussi bien les châteaux que les cathédrales. Donc, au passage, on peut remarquer que la décoration des monuments, en fait, elle est constante, elle se tient d'un monument à l'autre. C'est-à-dire que vous n'avez jamais un château qui propose sa décoration dans son coin, qui est bien détaché des autres monuments. Comme si tous ceux qui bâtissaient leur château ou leur cathédrale appartenaient à la même confrérie ou société secrète, qui partageaient les mêmes connaissances et la même façon de coder les choses. D'accord ? Et donc on trouve ces hommes lions comme ça, plutôt étranges et pas très agréables à regarder. On voit pas le sens direct, mais ils sont partout, quoi. Donc il va y avoir une raison importante à la présence de ces figures-là dans les monuments. Le premier, il y a un rictus à la Clint Eastwood. Et donc en fait, lui n'a pas l'air très heureux, quoi. Ces hommes lions n'ont jamais l'air très heureux. Ils ont l'air de souffrir de quelque chose. Bon, ça pourrait se référer au début de l'ère du lion. Hein. L'ère du lion, c'est-à-dire il y a 12 000 ans. Quand on parle d'ère, on veut dire que le temps est découpé. Il existerait une grande année cosmique, dont avait parlé Platon, qui est liée à la précession des équinoxes. Et cette année cosmique de 26 000 ans environ est traditionnellement découpée en 12 parties correspondant, là plus récemment, aux 12 signes du zodiaque. Et donc le début de l'ère du lion commençait il y a 12 000 ans à peu près, et c'est là qu'aurait pris place le fameux déluge qui a anéanti les civilisations terrestres. Le déluge étant raconté dans presque toutes les traditions anciennes. Il doit y avoir 400 narrations sur la Terre du déluge. Donc le lion souffrirait de cela. On peut voir le deuxième au milieu en haut et placardé, quoi, sur une console, c'est-à-dire sur le fameux document, feuille de papier ou parchemin qui est déroulé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien décrit sur ce parchemin, mais il y a la tête d'homme lion souffrante.
ce qui est en fait un message à interpréter. Et là, en bas à gauche, dans l'escalier de la Reine de Versailles, vous retrouvez sur tout le pourtour de l'escalier, hein, c'est-à-dire il y a des, je sais pas combien, une vingtaine peut-être de consoles, parce qu'on appelle ces objets ainsi, de ce type, avec des hommes lions souffrants. Donc, bon, on s'écarte un peu des extraterrestres ici, mais ça veut simplement dire que un des messages que les initiés de la royauté nous lèguent, c'est des informations concernant le déluge qui est survenu pendant l'ère du lion, quoi. Voilà. Et donc il y a des informations secrètes cachées, il y a peut-être certainement des artefacts cachés quelque part, qui ont été jugés suffisamment importants et révolutionnaires pour qu'on n'en parle pas. L'Église n'aurait pas toléré qu'on en parle, mais qui sont transmis à la postérité comme une bouteille à la mer, et dont l'évidence, dont l'évidente importance et révolutionnaire surgira dans le futur et révolutionnera la connaissance du passé. Voilà. Sur la diapo suivante, à gauche, nous sommes au château de Vaux-le-Vicomte. Il y a trois tables qui présentent des pieds de ce type. À droite, c'est le château de Compiègne. On peut quand même être surpris de voir un pied qui est dessiné ainsi. On voit pas bien la beauté de l'objet. Enfin, je le perçois pas tellement. Celui qui a fait ça aurait pu consulter un psychologue. Ou alors, justement, il savait tout à fait ce qu'il faisait. Il était un initié. Il voulait coder dans sa table. Il voulait coder quelque chose. Et donc, il a posé une tête de lion et directement connecté à une patte. Voilà, ça pourrait se référer à des gens qui auraient connu les secrets du lion d'Égypte, à savoir le grand sphinx de Gizeh, dont certaines traditions disent qu'il est associé à une cavité en sous-sol qui contiendrait des documents importants. Le médium Edgar Cayce voyait sous le sphinx de Gizeh les archives de l'Atlantide. Les francs-maçons, les Rose-Croix, à Morque aussi disent qu'il y a sous le sphinx une grande cavité souterraine qui est secrète. Il y a un scientifique, je crois, qui s'appelait Dobeki, il y a quelques décennies, a détecté avec une technologie moderne qu'effectivement, il y avait une salle sous le sphinx. Et Cayce disait, le médium, qu'on pouvait accéder à la salle qui est sous le sphinx à partir d'une patte du sphinx. Voilà. Et il est tout à fait certain aussi que entre les pattes du sphinx, il y a une plaque de fer qui est verrouillée, qui est fermée, on n'y a pas accès, mais qui donne un accès au sous-sol entre les pattes du sphinx. Donc, il est intéressant de supposer qu'il a peut-être existé il y a des siècles des initiés qui savaient cela et donc et qui sont amenés par la suite pour témoigner de ce qu'ils savent à représenter des pieds de table comme on en voit ici. Le lion est réduit à une patte et sous la patte ici, vous pouvez voir une sorte de coffret qui peut contenir des choses intéressantes. Et sous le coffret, vous avez encore l'image d'une feuille de papier qui est roulée. Voilà, comme s'il y avait ici un document sous la patte du sphinx, des objets à découvrir, des informations à connaître, mais cachées sous le sphinx. Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que justement, Edgar Cayce, comme vous dites, avait donc en médiumnité détecté cette pièce. Et paraîtrait-il, mais ça c'est encore voilà, on ne le sait pas, mais paraîtrait-il que dans cette pièce, il y a des documents très importants, eh bien, qui pourraient révéler peut-être l'existence, en tout cas la nature de l'humanité en somme. Et c'est là qu'est le danger,
si on découvre ces documents, ça pourrait chambouler eh bien, toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est intéressant qu'il y a effectivement dans cette photo, dans cette représentation, eh bien, cette boîte qui pourrait représenter pourquoi pas la salle et en dessous un document. Enfin voilà, ça rejoint un petit peu ce que j'avais lu. Voilà. Et donc, on peut voir que Case avait parlé de Hall of Records, la salle des, mais records, ça peut aussi être des enregistrements, vous voyez. Donc, il peut très bien y avoir caché sous le Sphinx les artefacts d'une technologie qui provient d'une civilisation vraiment antédiluvienne que l'on peut nommer l'Atlantide. Et à ce moment-là, le secret que les rois connaissaient, dont ils étaient les héritiers, ça pourrait justement être cette connaissance de l'humanité précédente qui a disparu dans le déluge et qui avait développé déjà une science, une culture très, très avancée. Voilà. Là, le codage aurait une explication qui tient la route, quoi, parce que on ne code pas avec autant de force et de diversité et au fil de siècles et de siècles, pour ne pas dire de millénaires. Pour coder comme ça, il faut vraiment que la finalité soit importante, que ce que l'on cache, que ce que l'on sait, soit d'une importance extrême. C'est pas un détail, quoi. C'est vraiment révolutionnaire. Voilà. Et vous avez le motif de la patte de lion qui est repris sur un candélabre du château de Compiègne. Voilà. Bon. Donc on peut voir que ce sont à droite en fait des lions qui ont enfilé un costume de patte de lion. Voilà. Et donc ils sont déguisés. Ce sont des lions déguisés, comme pour dire que ce sont des lions de Gizeh, du plateau de Gizeh en Égypte. Donc là, avec cette partie-là, on arrive à l'idée qu'il existe des réalités très importantes qui sont cachées du commun des mortels, des lieux d'initiation, dont le plateau de Gizeh avec les 3 pyramides et le Sphinx serait un lieu majeur. Et il a toujours existé, aux différentes époques, des personnes qui étaient initiées à ce secret et qui en ont témoigné discrètement par des détails, des œuvres d'art, des pieds de table, des tableaux, des châteaux. Voilà. Et à la diapositive suivante, on peut voir donc à l'église d'Abbeville et puis aussi à l'église de Brou. Le monastère de Brou a été nommé le monument préféré des Français dans l'émission de Stéphane Bern il y a quelques années. Voilà. Et le lion, cette fois, on n'a plus uniquement la tête, mais tout le corps du lion. Comme s'il y avait une présence physique complète. Celui de gauche présente des armoiries. Bon, elles ont été effacées peut-être à la Révolution. Il pouvait y avoir les 3 lys aussi de la royauté. Puisque sur son manteau, sur sa cape, il y a des fleurs de lys. Bon, c'est quand même mystérieux parce que pourquoi représenter un lion complet, un humanoïde animalisé, qui est rattaché à la royauté, bon, ça pose une question quand même. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça pourrait témoigner de contacts des hauts dignitaires de l'Église et des principaux princes du royaume avec des extraterrestres. Des extraterrestres, je n'ai pas peur de le dire. Mais bon, les gens qui ne sont pas préparés à ce type de révélation, on va dire, peuvent trouver ça très, très marrant, on peut se moquer. Bon, se moquer de son prochain, ce n'est pas gentil. Oui, c'est facile, ça. C'est pas une preuve de grande intelligence. Voilà, il peut y avoir, par exemple, des êtres qui viennent de la constellation du Lion. Vous pouvez voir celui de droite. Sa tête n'est pas celle d'un lion complet, quoi. Ça fait une tête plutôt, même pas tout à fait humaine. On pourrait plutôt dire humanoïde. Voilà. Donc,
il est intéressant de voir que cette tête de Brou, en fait, elle est vraiment sur un sommet, un pinacle de la façade principale de l'église de Brou. C'est-à-dire quand vous levez les yeux, vous ne voyez pas la sculpture telle qu'elle est. Là, on peut la voir parce que j'ai utilisé un téléobjectif. Elle se dérobe au regard. Mais voilà, là, nous l'avons sous les yeux. Voilà, qu'on ne me dise pas que tout ça est banal et normal, et que bon, c'est simplement le lion héraldique qu'il y a sur les blasons. Hein. Ouais. Bon, là, quand même, c'est plutôt étrange et ça peut tout à fait pointer en direction de formes de vie extraterrestres dont la royauté avait la connaissance. On retrouve deux formes très étranges au château de Pierrefonds sur la vidéo, sur la diapo suivante. Donc, le château de Pierrefonds a été restauré par Viollet le Duc. Même si ces boiseries ont une apparence de XXe siècle, de fantasy, quoi. En fait, elles ont été faites aux environs de 1860. Voilà. Et, bon, alors, qu'est-ce que ça peut représenter? Que dirait une personne lambda? Que dirait un historien de l'art? Il dirait peut-être que oui, ça se réfère à des motifs qu'on retrouve ici ou là, qu'à l'époque, le menuisier, l'artisan a eu beaucoup d'imagination, parce que le restaurateur Viollet le Duc aimait bien des créatures comme ça, étranges, un peu qui sortaient de romans, de fiction. Oui, d'accord, mais bon, ça, nous ne sommes à ce moment-là pas tellement plus avancés. Et voilà, donc on peut voir que celui d'en haut, bon, il a des ailes hein, qu'on peut voir tout en haut voilà, et il a une tête aussi de reptile. Oui, tout à fait, oui, c'est spécial. Hein, oui. Et même une queue. Voilà, celui d'en bas fait penser un peu à une forme d'insecte, insectoïde. Oui, tout à fait, absolument, oui. Sorte de pieuvre, Voilà. je ne sais pas, oui, c'est bizarre, c'est spécial. Donc je pose l'hypothèse que ces dessins témoignent d'une connaissance de la vie extraterrestre que les dirigeants de la France à l'époque avaient, dont ils ne voulaient pas parler, mais dont ils ont témoigné dans les créations de l'époque, dans les grandes créations nationales de l'époque. C'est vraiment des êtres hybrides, c'est vraiment ça. Hein, Tout à fait. Oh, oui. Oui. Et ça fait aussi des monstres, ce qui est une chose prodigieuse, une chose incroyable. Donc on nous parle ici discrètement de quelque chose qui dépasse l'imagination, en fait. Sur la diapo suivante, on est amené à constater qu'on trouve aussi dispersés un peu partout sur la carte, dans les monuments, des espèces de masques de feuilles, ou de personnages dont les visages sont couverts de feuilles. C'est très rare, c'est vraiment rare. Ça, je ne l'ai jamais vu à Bruxelles. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas fait attention à ça, mais... Oui, alors il faut faire attention parce que c'est tout à fait le genre de figure auquel on ne fait pas attention. Si on le voit comme ça, là ici, sur un fronton, quoi, la mémoire ne retiendra pas qu'on l'a vu. Bon, celui-ci a été photographié au château de Blois et celui de droite à la cathédrale de Strasbourg. Ce que je peux dire, c'est que quand on cherche des masques de feuilles qui ressemblent à ceux-ci, on en trouve. Là, il y en a aussi au château de Waron. Il y en a, on en verra tout à l'heure à la cathédrale d'Albi. Donc, bien sûr, ça pourrait représenter des créatures astrales, des petits êtres de la nature qui existent dans une autre dimension et voilà, qui expriment en quelque sorte les forces de la nature, bon, en hommage au culte païen qui existait avant l'Église. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, donc on va celui de droite à Strasbourg. Mais il est carrément, il a un visage humain, quoi. Son nez a été cassé, hein, mais son visage est couvert de feuilles.
Et en fait, il est caché derrière une pièce de maçonnerie. Et, ça dans la perspective ésotérique des jeux de mots, où les noms, les mots sont importants, on tombe, à force de consulter le dictionnaire de l'ancien français, sur le mot feuillard. Un feuillard, c'était un voleur de grand chemin. D'accord. Donc, bon, c'est-à-dire que le voleur de grand chemin, le bandit, il est caché derrière les feuilles. Il attend le passant, voilà, qui sur la route, le passant riche, pour surgir et lui dire la bourse ou la vie. C'est intéressant parce que ce sont des voleurs, hein, les feuillards. Or, un voleur, bon, c'est quelqu'un qui dérobe. Bon, mais ça peut être compris aussi comme quelqu'un qui vole dans l'espace ou dans le ciel. Voilà. Donc un voleur de grand chemin. Évidemment, si on vient d'une planète ou d'une galaxie lointaine, il y a effectivement un grand chemin. Et on va s'apercevoir dans la suite, et on passe à la diapo suivante, que cette idée est tout à fait porteuse. Donc, ici, à l'abbaye de Fontevraud, vous retrouvez une tête cachée dans les feuilles. Et à droite, à la cathédrale de Metz, vous avez une sorte de, bon, si on est gentil, on dit un singe. C'est un singe, bon, il est plus ou moins accroupi derrière une grande feuille. Symboliquement, ça pourrait être un humanoïde qui est caché derrière une feuille. À savoir que il joue le rôle du voleur de grand chemin, qui est caché derrière des buissons, en attendant le client. Donc, il est un voleur. Il pourrait être donc aussi, comme je le disais, comme je le suggérais, un voleur dans l'espace. Voilà. Et à la diapo suivante, on a deux motifs de la cathédrale de Metz, où l'on retrouve des visages humains enrobés de feuilles végétales. Celui de droite en a sur les joues. Celui de gauche, vous voyez, il a deux tiges dans la bouche, ce qui pourrait évoquer, si on a un petit peu d'imagination, des tuyaux respiratoires. À savoir qu'on nous ferait comprendre que ces deux personnes sont des feuillards, cachés dans les feuilles, des voleurs de grand chemin, et équipés d'une sorte de casque, quoi, d'équipement d'aviateurs ou d'astronautes. Bon, il y a pas de preuves là, on peut le suggérer. Mais c'est vrai que deux tubes dans la bouche, c'est quand même pas quelque chose de très. Enfin voilà, c'est pas. Non, non, c'est-à-dire voilà, c'est toujours la même problématique, à savoir que ce genre de sculpture pose une question, parce que ça ne veut rien dire apparemment. À première vue, c'est sur une cathédrale. On voit pas bien le raccord avec l'Ancien ou le Nouveau Testament, quoi. Bon, ça semble issu de la fantaisie débridée d'un artiste. Mais ce n'est pas le cas parce que vous en trouvez à des centaines de kilomètres, vous allez trouver des motifs comparables qui vont donner un détail différent, qui vont donner un petit complément. Tout comme si des pièces de puzzle étaient posées sur la carte et ne demandaient qu'à s'assembler intellectuellement. Voilà. Et donc, sur la diapo suivante, on peut voir, c'est encore, c'est à Bruxelles. On trouve ces éléments en hauteur sur la colonne du Congrès, je crois. Voilà, ouais, alors ce sont des sculptures, il y a 4 lions comme ça, qui sont à des dizaines de mètres de hauteur. On peut voir ici que le lion est fièrement debout, hein, comme un humain, comme une personne, comme une créature vraiment intelligente, et pas comme un animal. Il a des ailes, ce qui signifie qu'il est un ange, mais ce qui signifie qu'il peut voler dans l'espace. Et son corps est recouvert avec des grandes feuilles. On pourrait assimiler peut-être à des feuilles d'acanthe, à la limite. Bon,
Donc, il pourrait être lui aussi un feuillard, un voleur. Voilà. À droite, vous pouvez voir qu'il y a une décoration avec du végétal, des espèces de lianes. Bon, alors on en reverra d'autres parce que ces décorations en rinceaux comme ça ont très souvent été utilisées. Bon, nous sommes d'accord que c'est esthétique. Il y a un effet de représenter des grands rinceaux, des pousses comme ça de plantes. Bon. Mais le mot liane est le bienvenu parce que il est un anagramme de alien. Oui. Alors on a l'impression que le mot alien est un mot moderne euh, qui existe simplement depuis quelques décennies dans la langue anglaise. Hein. Il y a des films qui s'appellent Alien, il y a une série de films avec un monstre extraterrestre qui sème la terreur et qui tue les passagers d'un vaisseau spatial. Et en fait, donc un alien de nos jours, ça signifie un extraterrestre. Mais déjà, il y a des siècles, voire au Moyen Âge, alien, c'était un adjectif qui signifiait étranger. Voilà. Et donc, voilà, donc ça semble dire, si on joue le jeu de l'interprétation, de que veut dire ce lion, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit qu'il est un étranger. Voilà, il est un ange, un voleur et un étranger. Nous sommes maintenant à la cathédrale de Strasbourg, où on peut voir encore une sculpture étonnante. Une sorte de créature hybride, avec une queue de plus ou moins de reptile, une tête un peu entre l'animal et l'homme. Son corps est à peu près humain, quoi. Mais on peut voir que son corps, sa peau, ce sont pas des écailles comme il pourrait sembler, mais plus vraisemblablement des feuilles. D'accord? Ce sont des feuilles végétales. Donc, il semble nous dire qu'il est un feuillard, un voleur. Et d'ailleurs, il tient dans ses mains une sorte de chapeau ou de bouclier. Et puis, il faut savoir que au Moyen Âge déjà, à la Renaissance beaucoup, on a vu dans le ciel des ovnis. Que la vision d'ovnis n'a pas commencé en 1947 avec Kenneth Arnold. On en voyait déjà au Moyen Âge et à la Renaissance. Et ce personnage-là, qui pourrait justement être un extraterrestre après tout, eh bien, il tient voilà une sorte de bouclier ou de chapeau. Or, les ovnis du passé, dans ces époques où la technologie n'existait pas encore, on disait que c'était des boucliers volants ou des chapeaux. Voilà, donc ça colle très bien. Il nous ce feuillard, ce voleur de grand chemin, nous présente en fait son moyen de locomotion, là où il vit. Je passe à la diapo suivante. Et nous sommes maintenant à la cathédrale d'Albi, hein, dans le sud de la France. Et la cathédrale d'Albi est un peu un grand vaisseau de pierre, quoi, de pierre rouge. Et il y a pas tellement de sculptures dessus, ça fait un peu un bunker, un sous-marin. Mais par contre, dès qu'on entre dedans, tout, tout est décoré, quoi. Il n'y a pas 10 cm² qui n'est pas décoré. C'est merveilleux, c'est très très beau. Et ici, on a deux exemples, avec encore une tête décorée en feuilles à gauche, que l'on pourrait assimiler justement à un feuillard. Donc, décidément, les décorateurs y tenaient. Pourquoi ils tenaient autant à ce type de visage? C'est ce que j'essaie d'expliquer. Je pense que l'interprétation n'est pas mauvaise. Et à droite, vous retrouvez une tête dont la barbe est faite de feuilles. Dans la perspective kabbalistique de langue des oiseaux, le verbe barber signifiait tromper, duper. Donc, ça pourrait être une façon de nous dire que la barbe de feuilles du personnage cache quelque chose, que l'apparence ne correspond pas au message réel. Et voilà, et donc lui aussi serait un feuillard, un voleur. Et d'ailleurs, exactement sous sa tête, il y a une sorte de disque qui correspond tout à fait à une sorte d'ovni qui a été vu, l'ovni discoïdal qui n'a pas de renflement, quoi, qui est simplement comme un tronçon de cylindre. Donc on aurait le voleur et en dessous son véhicule, le vaisseau spatial.
Au-dessus, vous avez un ou des vases. C'est intéressant parce qu'il y a des ovnis qui ressemblent à des vases. Et en ancien français, moyen français, le mot vaisseau euh, signifiait vase. Et donc, il signifiait aussi un navire, puisque aujourd'hui encore, on dit un vaisseau spatial. Donc, c'est-à-dire que si vous représentez des vases, vous suggérez discrètement, en passant par le vocabulaire, vous suggérez un navire, un vaisseau. Voilà. Et vous avez l'ange tout en bas, qui est bien à sa place, puisque l'ange est la créature volante, qui pourrait être assimilée aux extraterrestres. Et donc, il pourrait y avoir un raccord avec le vaisseau spatial en question. Encore une fois, je me demande comment on pourrait interpréter des décorations, des peintures comme ça, d'une façon classique. Je pense qu'on ne peut pas. On se dit c'est n'importe quoi, c'est décoratif, bon, voilà. Mais en fait, c'est codé. C'est codé en direction des extraterrestres, qui est un des grands secrets de la France, dont personne ne parle jamais, mais dont les monuments pourtant parlent très très fort. Il suffit de s'y intéresser et de réfléchir à ce sujet-là. Ben oui, et peut-être que je brûle les étapes, mais dans la vision d'Ézéchiel, quand il rencontre justement un être à quatre têtes, je crois, notamment, il y a un lion, et je pense qu'il y a aussi un être plus ou moins reptilien également, enfin je mettrai aussi une photo. Mais voilà, donc c'est assez intéressant finalement, parce que... Mais Et oui, on a cette notion de roue là, hein, exactement comme le disque juste en dessous. mais oui, il y a effectivement dans la Bible l'évocation du char d'Ézéchiel, le char de Yahvé. Et on a vraiment la description quoi, d'un vaisseau, d'une sorte d'avion, hein, avec la coupole, le dôme au-dessus du personnage, différentes choses qui font vraiment penser. Et ça a été remarqué par de nombreux chercheurs. Le char d'Ézéchiel fait vraiment penser à un vaisseau volant. Et aussi, si vous lisez le bouquin de Mauro Biglino, il en a écrit plusieurs, hein, le linguiste qui travaille pour le Vatican, il trouve vraiment dans la Bible en version hébraïque qu'il y a le témoignage euh, que les anges semblent être des extraterrestres et qu'ils utilisent une technologie, quoi, qu'il y a des éléments de technologie qui ont été traduits différemment parce qu'on a voulu prendre une voie parallèle. Et puis, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas décrire, quand la technologie n'existait pas sur la Terre, on avait du mal à la formuler, on parlait plutôt de magie. La diapo suivante, on voit deux têtes plutôt étranges. Celle de gauche est au château de Cheverny et celle de droite dans la galerie François Ier de Fontainebleau. Euh, donc, vous voyez, vous avez, bon, celui de gauche, on voit encore que sa barbe est, est identifiée à une grande feuille végétale. Vous retrouvez donc le même jeu de mots que précédemment. Tout en haut des deux têtes, vous avez aussi un parchemin qui est roulé. Ce qui veut dire que ces têtes ont quelque chose à nous dire, qu'elles participent au secret, mais on ne va pas nous dire précisément ce qui est écrit. C'est à nous de décoder la chose pour le comprendre. Voilà. Et, donc en fait, ces deux personnages crient, ont l'air très malheureux parce qu'ils appartiennent à l'humanité qui nous a précédés, antédiluvienne, et ils vont être détruits par le déluge qui arrive. Et la bouche ouverte aussi symbolise et évoque l'accès à un souterrain, à une cave. Une bouche, c'est une porte. C'est-à-dire c'est l'accès au secret. C'est là où pourraient être cachés aussi des objets, des documents, des tablettes de pierre. Pourquoi pas même des artefacts plus sophistiqués. Et je passe à la vue suivante. Et là, nous avons encore des têtes extrêmement bizarres. Ça se passe au château de Waron. Bon là, qu'on ne me dise pas non plus que tout est normal. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est alchimique non plus. Voilà, donc ce genre de tête pose question. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que le décorateur voulait en venir? Il faut voir que la tête, la première en haut à gauche, elle a sur le front des plumes. Hein, la plume sert sur les ailes d'oiseau à voler. On vole, l'oiseau vole avec des plumes. Est-ce que ce personnage serait volant? L'autre à côté, à droite,
Pareil, il tire la langue à demi, bon, etc., parce qu'il sait garder le secret. Il nous regarde un peu comme un fou, quoi, comme quelqu'un qui n'appartiendrait pas à notre humanité, mais à une humanité qui nous ressemblerait, quoi, mais qui ne serait pas exactement comme la nôtre. En dessous, à gauche, vous avez une sorte de noir africain qui regarde en l'air. On peut voir le jeu de mots entre Waron, noir, et Orion. Voilà, Waron est pratiquement anagramme de Orion. Or, voilà, donc ça se rattache en fait à cette histoire, ce décodage de la Grande Pyramide, parce que des gens comme Georges Vermar, après des décennies de travail, on arrive à constater que tous les pyramides et le sphinx de Gizeh contiennent de façon sous-jacente une géométrie qui se réfère notamment à la constellation d'Orion. Et les trois grandes pyramides sont placées d'ailleurs, dans l'affirmation de Robert Bauval, que l'on cite tout le temps. Ces pyramides sont placées comme le sont les trois étoiles de la ceinture d'Orion. Donc là, on aurait une pièce de puzzle au château de Waron. Donc tout cela peut sembler un truc de fou. On pourrait se dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte? Il faut voir que euh, on peut commencer à décoder, quoi. Et en fait, quand on a commencé et constaté que intellectuellement ça tient la route, on avance un peu plus et on avance encore plus. Et on s'aperçoit que l'on arrive à ça, quoi, à la piste de contact extraterrestre entre les humains et des êtres qui viennent d'ailleurs, quoi. Voilà, le dernier en bas à droite, vous voyez, son visage est partiellement couvert de feuilles. Vous retrouvez donc l'allusion au feuillard. Ses yeux, notamment, sont couverts, quoi, par des pousses de végétation, ce qui pourrait faire penser à des sortes de lunettes spéciales. Voilà. En tout cas, là, ça n'a Donc je plus pense, rien d'humain, hein. ouais, je pense qu'on pourrait voir dans ces têtes des extraterrestres qui viennent d'une autre planète et sur lesquels la royauté française avait des connaissances, si ce n'est des contacts. Sur la diapositive suivante, on voit un dessin qui était paru dans un numéro spécial de la revue VSD. Voilà, c'est un dessin de Christophe Verdier. Là, c'est la première partie du dessin. Et, on peut voir les différents types d'ovnis qui ont été répertoriés. On peut constater que souvent, il y a bien une forme en disque. Il y a une forme en disque avec plus ou moins de renflement en haut et en bas. On peut constater sur ce dessin que beaucoup d'ovnis ont des formes discoïdaux. Ce sont donc il y a plus ou moins de renflement en haut et en bas, un petit peu comme deux assiettes qui seraient plaquées l'une contre l'autre, ou deux plats qui seraient également plaqués l'un contre l'autre. C'est la forme la plus vue dans les témoignages d'OVNI. Il y a quand même eu 150 millions de témoignages d'OVNI qui ont été déclarés dans les gendarmeries du monde entier. Donc c'est un phénomène important. Voilà, à peu près au milieu, à peu près, vous voyez le fameux cigare, la forme d'OVNI en cigare. Ça correspond manifestement à quelque chose qui se trouve dans la Bible, parce que lorsque les Israélites traversaient le désert sous la houlette de Moïse, ça a duré 40 ans, paraît-il, eh bien, ils étaient guidés la nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuée. Donc, bon, ça fait manifestement des ovnis, quoi. Et évidemment, à l'époque des Israélites, les cigares n'existaient pas. Donc, on a pris la comparaison des colonnes. Voilà. Et donc, tout en bas à gauche, on voit l'ovni discoïdal qui n'a pas de renflement. Celui que l'on vient de voir à la cathédrale d'Albi, sous la tête feuillue. Donc, il a bel et bien été vu. À la diapositive suivante, voilà, on a la deuxième partie du dessin de Monsieur Verdier.
avec voilà, d'autres ovnis. On peut voir à peu près au milieu une sorte de forme en altère. Et à droite, c'est ça qui nous intéresse, c'est la forme d'un vase. L'ovni a la forme d'un vase qui est renversé. Et ça, dans les monuments de l'ancienne France, on en voit énormément. On voit des vases accompagnés d'anges et de créatures étranges. Comme pour indiquer que la créature est finalement liée à son vaisseau, quelque part, à son... Voilà, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, le mot vaisseau, comme je le disais, signifie aussi bien le vase que le bateau, quoi, la nef, le vaisseau, etc. Et on peut voir en haut à droite une sorte de coupole pointue qui se termine par un bout rouge. Ça, on va le voir dans la suite. On va le voir dans la suite. Voilà, bon, voilà, c'est pour indiquer un peu. Il y a bien des raccords quoi, entre les ovnis qui sont vus à notre époque, qui ont été vus dans le passé, et ce qui est figuré énigmatiquement dans les monuments. Hein. Il y a vraiment une connexion. Sur, sur l'image suivante, qui a été photographiée dans la cathédrale de Rodez, on voit justement une forme comme celle que je viens d'évoquer, à savoir un peu un dôme pointu. Et au sommet, une boule. Et donc, bon, bien sûr, ça peut être un dé. Ça peut être un dais, hein, c'est-à-dire la personne a son lit et donc il y a l'évocation d'un dais qui couvre son lit, comme cela pouvait se faire à l'époque. C'est volontairement fait. Mais c'est volontaire aussi que le dais suggère un ovni. C'est-à-dire c'est dire sans dire, cacher sans cacher. C'est une façon de crypter la chose, l'air de rien. On peut constater à droite une forme grise, et en fait il s'agit d'un ange qui est dans le ciel et qui a les deux ailes déployées. Évidemment, de l'ovni à l'ange, il n'y a pas loin. Et en dessous, une personne dort dans son lit. Un des sens du verbe dormir, c'était laisser en suspens. Donc bon, ce n'est pas innocent, c'est pas indifférent, parce que cette personne dont le drap, dont la couverture est couverte avec des petits lions héraldiques, donc elle appartient manifestement à une famille de la noblesse. Et donc elle connaît les grands secrets dynastiques, les grands secrets de la France, dont celui qui est rattaché aux extraterrestres, qui verra sa révélation à une époque ultérieure. Et donc pour l'instant, le secret est en sommeil, il dort. Voilà. Je passe à la diapo suivante. Donc ce sont des détails quoi, d'abord du cabinet de François Ier au château de Blois, et aussi euh, de la clôture du chœur de la cathédrale de Chartres. On peut voir tout en haut à gauche, donc dans un bol, un ange qui a les ailes déployées. Donc l'ange est dans le vaisseau. C'est parfaitement clair, quoi. Ça ne peut pas signifier autre chose que l'ange dans son véhicule volant. Bon, peut-être on pourrait dire que le vase représente le Saint Graal, le Graal, c'est-à-dire le vase, justement. Bon, pourquoi pas. Donc le Graal, en fait, est rattaché aux anges. Si on veut, bon, si on veut. À côté, c'est carrément un oiseau qui est dans le vase. Et en dessous, dans l'image qui est dorée, c'est encore c'est deux oiseaux cette fois. Voilà. À Chartres, dans la figure qui est presque au milieu, là, vous avez encore un ange dans le vase. C'est vrai que c'est étonnant parce que ce sont tous des endroits différents quand même, et allez, comment, à des kilomètres, à des centaines de kilomètres entre chaque château, et comme vous dites, il y a chaque fois un codage qui est unique finalement, Voilà. enfin qui se répète plutôt. C'est étrange de constater que des lieux très différents rapportent en fait les mêmes formes, les mêmes idées.
comme si effectivement ça voulait dire quelque chose, quoi. Et c'était pas simplement une fantaisie. Et en bas à droite, vous avez un oiseau qui a les ailes déployées et qui est dans un vase. Ce qui signifie que le vase est volant. Ça signifie que le vase a quelque chose à voir avec le vol dans les airs. Et en haut à droite, c'est donc encore un Chartres, vous avez l'ange qui a sur la tête une sorte de souche, de tronc d'arbre. Voilà. Bon, ça nous mène à un jeu de mots, puisque le mot stoche, en fait, désignait une souche, tronc d'arbre. Et si vous enlevez la cédille au premier C, soche, vous obtenez coche. Et le mot coche désignait le bateau qui transporte les personnes. Donc, c'est-à-dire qu'en représentant une sorte de souche avec des feuilles au-dessus en collerette, euh, vous faites penser au mot soche et coche, qui ramène à un bateau qui transporte des personnes. Et encore au-dessus, donc vous avez une grande bassine, encore un vase. Voilà. Bon, je vous passe le tissu qui est un volant, parce que c'est un tissu non fixé, qui décore la bassine. C'est un volant, un tissu non fixé. Donc le mot volant, évidemment, est tout à fait suggestif. Je passe à l'image suivante. Nous sommes au château de Blois, et donc il y a une espèce de guerrier qui tient une hampe. Et, ce qui est intéressant, c'est le détail qui est à sa gauche, parce que ça fait vraiment une sorte d'ovni, que j'identifie donc à un vaisseau spatial, dans une version tôle et boulon. Je pense que la majorité des ovnis correspondent aux vaisseaux de visiteurs extraterrestres. Il peut y en avoir certains qui ne sont pas bienveillants envers nous, mais je pense que la plupart le sont ou sont neutres. Voilà, et donc ici, vous voyez que le vaisseau, le disque en question, est éclaté sur le bas, et il le libère vers le bas, donc deux parchemins comportent des lignes comme une connaissance qui passerait du vaisseau voilà, vers nous, comme une connaissance extraterrestre qui serait communiquée à l'humanité dans les siècles passés. Voilà. Donc c'est aussi audacieux, quoi. Mais l'étude de tout ça mène à ce type de conclusion, quoi. On ne peut pas dire à un moment donné, d'accord, c'est une petite conclusion, bon, ne suffit pas, quoi. Ouais. Et sur l'image suivante, on peut voir au château de Blois encore, ce qu'on appelle un chapiteau. Vous avez le vaisseau spatial qui est là, discoïdal, avec les hublots, le renflement, la coupole au-dessus. Il est posé sur un support pour indiquer qu'il a quelque chose à voir avec l'élévation. Ah oui, là c'est très clair par contre. Hein. Là Voilà. c'est. Ah oui. Oh. À droite, c'est une porte de placard du château de Chaumont-sur-Loire. Et là, vous retrouvez deux figurations de vaisseaux. C'est très cohérent, hein, même par rapport à ce qu'on connaît de nos jours. Le vaisseau discoïdal avec les coupoles en haut et en bas. Tout en haut, vous avez des feuilles de parchemin ou de papier qui sont déroulées, avec des lignes qui sont suggérées dessus, comme pour suggérer le savoir qui correspond à ces ovnis. Il y a une connaissance qui existe, qui est connue de certains initiés, mais qui est cachée de la plupart des gens. Et vous retrouvez sur la boiserie un maximum de tiges végétales, de rinceaux, qui peuvent tout à fait coïncider avec des plantes grimpantes. Donc certaines plantes grimpantes étaient appelées au Moyen-Âge des lianes, anagramme de alien. Donc les vases qui sont représentés sont des vases étrangers. Voilà, je passe à la diapo suivante. Et nous sommes encore dans le cabinet François Ier du château de Blois. Et là, c'est très clair, à mon avis, à gauche, puisque vous avez la soucoupe classique, hein, la soucoupe là, volante, sur laquelle sont assis deux anges. Donc les anges sont sur leur vaisseau. Bon, on peut vraiment y voir l'image de deux extraterrestres qui sont sur leur véhicule.
Alors que à droite, euh, vous avez une sorte d'insecte dont la tête est surmontée d'une sorte de bobine. Bon, on ne voit pas bien que vient faire une bobine en l'occurrence, mais c'est simplement, elle est là pour nous suggérer un certain mot, le mot canette, qui désignait justement une bobine au moyen français, et qui désignait aussi un récipient. Hein, je prends le mot du dictionnaire, un récipient. Donc un récipient, c'est un vase, c'est un vaisseau. Donc vous avez l'espèce de forme insectoïde avec au-dessus son vaisseau. Voilà. Il faut savoir que cette forme-là, précisément, cette photo est montrée à l'envers. D'accord. Le dessin, dans la pièce, le dessin est représenté à l'envers. Voilà, parce que, bon, ce serait trop complexe après de développer, mais dans tout ce code, ce code n'est pas un code accessible forcément à tout le monde. C'est un code d'intellectuel. Hein, ça a été fait par des gens qui étaient des grands intellectuels, comme Léonard de Vinci notamment, et Nostradamus. Donc tout le monde aimerait avoir accès aux grands secrets d'une façon directement visuelle, d'une façon simple ou simpliste. Mais en fait, il n'en est pas toujours ainsi. Le code est très souvent ramifié, complexe. Voilà. Et ne parlons même pas des mathématiques. Hein, d'accord. Donc ici, d'accord. Voilà, la diapo suivante, on a deux vues de la clôture du chœur de la cathédrale de Chartres. Et donc, en fait, cette clôture, c'est une sorte de mur qui est truffé d'allusions de ce type, d'allusions à ce dont nous parlons. Et voilà, c'est méconnu parce que quelqu'un qui visite la cathédrale et qui voit ces petits motifs décoratifs, il va se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas, quoi. Je suis déconcerté. Très certainement, y compris les alchimistes. Et donc, la personne n'en parlera pas. La personne n'en parlera pas. Et c'est pourtant très intéressant. À gauche, par exemple, vous avez un coffre, c'est-à-dire une arche, comme par exemple l'arche d'Alliance. Sur ce coffre est assis un satyre. On va passer sur le côté scabreux et on peut voir que ce satyre tient des pattes d'oiseau. Voilà, d'accord. Donc les oiseaux, le vol, donc le satyre, la créature de la mythologie ou la créature de l'humanité qui nous a précédés. On peut penser que le coffre est volant. Le coffre est une arche, c'est-à-dire un bateau, un navire qui est volant. Voilà. Et à droite, on a une coupe et deux oiseaux, une coupe surmontée d'une coupe. Donc j'ai écrit le mot nef, qui est très intéressant dans l'ancien français, parce que le nef, ça signifiait aussi bien une coupe à boire qu'un navire. Voilà. Donc le navire est volant, puisque les oiseaux sont là. Donc on retrouve toujours cette notion de vaisseau, de navire, Voilà. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a peut-être une piste concernant les coupes, ici, concernant le Saint Graal, parce que aux dernières nouvelles, avec Robert de Boron, qui écrivait au Moyen-Âge, aux environs du XIIIe siècle, de mémoire, hein, le Saint Graal était une coupe. Donc, il y a peut-être une piste là qui va vers le Saint Graal. Je passe à la diapo suivante. Bon, à gauche, c'est encore à Chartres. Et, bon, on voit pas très bien le motif, mais il y a en fait une tête d'ange qui est encadrée par deux coupes. Voilà. Donc, c'est très clair, quoi, le raccord entre la coupe, le vaisseau, quoi, et donc l'ange, la créature volante. Qui pourrait représenter d'ailleurs le Saint Graal, enfin en tout cas celui d'en bas. Voilà, oui, c'est ça, ouais. Vous comprenez, ce code est en fait un super code. C'est-à-dire, c'est l'opposé de la simplicité et de la spontanéité comme ça. C'est en fait surcodé. Et il peut y avoir plusieurs pistes différentes. Voilà. Donc c'est les initiés comme ça, en déposant ces messages-là, se comprenaient. Un initié qui visite la cathédrale de Chartres, il dit ah bah ouais, d'accord. Oui, évidemment, d'accord.
Évidemment, celui qui n'est pas initié, ben, il passe à côté et puis il comprend pas. À droite, c'est au château de Châteaudun. Et là, vous avez encore le vaisseau, quoi, vu de profil, le disque avec un dôme au-dessus. Et donc, il est posé sur une sorte de plante grimpante, liane. Voilà. Il faut savoir ici que bon, je présente suffisamment d'exemples que ça paraisse crédible, mais je pourrais en présenter encore beaucoup plus. Ouais, on pourrait passer plusieurs heures. Vous avez fait vraiment plusieurs photos, d'ailleurs partout en France, donc, Ouais, et même en Belgique, hein, puisque vous êtes passé à Bruxelles en tout cas, quand on s'était vu pour l'interview, et c'est vrai que finalement, en fait, on se rend compte que cet art finalement est, comme vous dites, hein, comme vous le dites très bien, est destiné à une certaine élite, on va dire comme ça, et surtout aussi les gargouilles qui sont élevées au plus haut cieux. Alors c'est bon que maintenant actuellement on a des téléobjectifs qui nous permettent de zoomer sur ces détails, mais qui, à l'époque, et même il y a 100 ans, à part avoir peut-être un énorme télescope avec soi portable, qui pouvait finalement connaître ces détails-là, quoi. Donc quelque part, tout à fait, oui. merci aux caméras actuelles où on peut finalement découvrir des choses qui nous étaient inaccessibles à l'époque. Voilà, c'est-à-dire que ce code a manifestement été déposé comme une bouteille à la mer à destination d'une époque qui saurait le déchiffrer. Vous voyez, c'est-à-dire c'est les gens qui sont à l'origine du code avaient prévu très certainement que les technologies un jour se développeraient. Ils pouvaient le prévoir parce qu'elle a existé, cette technologie, je pense, dans un lointain passé, parce qu'elle existe encore dans des créatures extérieures à la Terre. Donc ils en avaient une idée. Ils avaient une idée du futur. Et la technologie se développant, comme vous le dites, eh bien le décryptage devient plus facile, notamment aussi avec le logiciel Google Earth, etc. Quoi, avec voilà, les photos. Et sur la diapo suivante, on est à gauche encore à Chartres. Bon, on peut remarquer que le disque qui est représenté est monté sur une vis. C'est-à-dire que s'il tourne dans un côté, dans un sens, il monte. S'il tourne dans l'autre sens, il descend. C'est bien le principe d'un vaisseau spatial de monter et de descendre. Et d'ailleurs, tout en haut de la photo, vous pouvez voir deux oiseaux qui sont coupés par le montage, quoi, mais qui sont bien là. Voilà, donc toujours le raccord aux oiseaux, au vol, etc. Et vous avez des plantes grimpantes dans le bas de la photo. À droite, c'est au château de Chenonceau, sur une cheminée. Et vous retrouvez là encore un motif un peu similaire qui évoque tout à fait quoi, un ovni, pour moi donc un vaisseau spatial. Hein. Les ovnis ne sont pas forcément des phénomènes, mais des objets. Quand les témoins disent j'ai vu un ovni, ils ne disent pas j'ai vu un phénomène. Ils disent j'ai vu un disque, j'ai vu un triangle, qui planait à, je sais pas, 40 mètres de hauteur. Voilà. Mais effectivement, l'objet OVNI, il peut aussi devenir un phénomène, etc. Il peut disparaître, apparaître. D'accord. Il peut y avoir beaucoup de possibilités aussi quand même. Hein. Et donc ici, sur ce vaisseau, ici, on peut voir un tissu qui n'est pas fixé, donc qui pouvait s'appeler dans le moyen français il y a quelques siècles un volant. Voilà. Il semble un peu un parachute. Hein, ça évoque un peu un parachute. Le tissu est relevé. Hein, donc, mais il pourrait être baissé. Et s'il était baissé, on ne verrait pas l'objet. Il serait à ce moment-là caché. D'accord. Il y a l'idée qu'on a relevé le tissu pour qu'on puisse voir le secret. Voilà, c'est dévoilé en fait, hein. C'est le cas de le dire. C'est ça, c'est ça. Voilà. Je passe à la diapo suivante. On voit un peu comment les nobles du XVIIe siècle présentaient leurs armoiries. Et en fait, ils mettaient un chapeau tout en haut, une cordelette à gauche et à droite, qui était nouée en 8, comme c'est le cas au château de Chambord, comme c'est le cas dans les tableaux de la maçonnerie. Et des pompons de chaque côté aussi après. Et au milieu, donc, vous avez le blason quoi, qui porte les armes.
Je trouve quand même que le chapeau en question, il a bien souvent l'air d'un vaisseau, quoi. D'autant plus, je le rappelle qu'au Moyen Âge, très souvent, on appelait les ovnis qu'on voyait des chapeaux. Bon. Donc, ça fait un peu comme une suggestion de la part des grands du royaume, aussi bien des grands dignitaires de l'Église que des rois, des ducs, des princes, des barons, tout ça. Comme si ils nous disaient discrètement, oui, ben moi, le fameux secret rattaché au vaisseau étranger, oui, bien, j'en suis, quoi. Vous voyez? Ou alors, par sa position, bon là ça c'est moi qui le dis, mais par sa position, qui est au-dessus de tout finalement, on pourrait dire que c'est au-dessus de la royauté encore. Donc enfin, c'est assez étonnant, ouais, voilà. Ah oui, oui, ça fait quelque chose qui chapeaute, Voilà, c'est le c'est cas ça. de le dire, Oui, c'est le la cas. royauté. Voilà. Et la diapositive suivante, on voit justement sur un vitrail de l'église de Fontainebleau, là où il y a le fameux château royal, hein, un des plus grands palais de France, que des tas de rois ont vu, ont logé là. Vous avez Saint-François. Donc de l'index, il indique le ciel, et dans le ciel, vous avez justement le fameux chapeau qui est là. Là, la cordelette part à gauche et à droite. Vous avez les pompons. Là, néanmoins, il n'y a pas d'armoirie. Il n'y a pas de blason. Et si le chapeau est sur un fond rouge, vous pouvez voir en dessous une couleur bleue. Vous voyez? Et la couleur bleue, c'est en fait un tissu qui a été une tenture, quoi. Voilà. Et on a vraiment l'impression que la tenture nous empêche de voir ce qui est derrière. Voilà. Donc à mon sens, quoi, c'est encore ce fameux secret rattaché au vaisseau alien. C'est une allusion, quoi. Oh, c'est dingue, c'est vraiment la même, c'est exactement la même forme qu'on a vue juste avant, hein, c'est tout à fait ça. Le tissu nous masque en fait ce qu'il en est réellement. Et là, nous sommes à la cathédrale de Laon, sur un porche de la façade principale. Et on peut voir aussi une décoration assez bizarre qui semble pas si signifiante au premier abord. Donc en numéro 1, ce sont des aigles. La première forme du mot aigle, hein, c'était aile. Donc si on dit que l'aigle a les ailes déployées, on dit que l'aile a les ailes déployées. Bon, c'est intéressant parce que le mot aile reprend enfin la plupart des lettres du mot alien. Voilà, donc alien, le vol, l'oiseau, etc. En numéro 2, on voit ces oiseaux-là qu'on peut identifier à des aigles qui mordent, quoi, qui mordent des fruits qui sont sur une liane. Vous voyez, il y a une liane qui court de haut en bas. Euh, donc, bon, voilà. Donc, le mot aile, liane, ça nous mène au mot alien, étranger. Et en numéro 3, à droite, vous avez des grandes pousses végétales, comme des plantes grimpantes. Voilà, donc des lianes. D'accord? C'est-à-dire que la totalité de la décoration ici est conçue pour nous amener au mot alien, étranger. Voilà, ouais. Et donc, en numéro 4, où il y a des êtres humains, on est en droit de se demander si ces humains-là sont vraiment de la Terre. Ils sont comme nous, mais ne sont-ils pas des étrangers qui sont présents parmi nous? Voilà. Ce qui se réfère aussi à une hypothèse que défendent certains chercheurs, enfin, même par des témoignages de gens qui disent avoir rencontré des extraterrestres, à savoir qu'il y en aurait parmi nous. Mais comme ils ont une apparence tout à fait similaire à la nôtre, on ne les reconnaît pas. Voilà. Et ici, donc, cathédrale de Laon à droite, vous avez sur un autre porche, vous avez une série d'espèces de bêtes étranges, composites entre plusieurs espèces aussi, et qui se mordent une aile. Alors ça pourrait être un tic nerveux, une démangeaison, hein, mais en fait ça nous mène à l'expression ancienne mordre à quelque chose, ce qui signifiait comprendre. Or ces bêtes-là se mordent une aile.
Donc comprendre, donc encore une fois, vous avez les lettres de alien. Et ça va très 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 loin parce que en fait même on va pas développer, mais en ancien français, quoi, vous pouviez écrire alien sans mettre le N. Il suffisait de mettre une barre sur le E. Et à ce moment-là, il n'y avait pas besoin d'écrire la lettre N. C'est parfait, quoi. Ces, ces bêtes portent un capuchon, étrangement, hein, ils sont munis d'un capuchon. Euh, voilà, ça fait un peu un détail humoristique, mais qui est signifiant parce que le capuchon, on trouvait ça chez les moines. Et donc, ce serait une façon de suggérer que ces êtres, en fait, sont spirituels, qu'ils ont une pureté, voilà. Que ce sont des formes de vie qui ne sont pas humaines, qui sont intelligentes et spirituelles, donc bienveillantes. Je passe à la diapo suivante et nous sommes encore à la cathédrale de Chartres. Donc, tout près des portails que l'on vient de voir. Et là, nous avons par exemple ces deux têtes qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas animales, que l'on pourrait vraiment appeler humanoïdes. Si quelqu'un veut persister et y voir des démons, ouais, ça ne me dérange pas. Mais je pense que c'est un peu limitatif. Et on peut tout à fait y voir les têtes d'aliens dont on parlait précédemment. On dirait d'ailleurs même, à gauche, le visage de Gollum dans Lord of the Ring, dans donc, Le Seigneur des Anneaux. Sur la vue suivante, on voit un personnage de la cathédrale de Chartres, sur une voussure, encore, parce que c'est le terme technique exact, une voussure. Et donc, bon, c'est un homme barbu qui regarde en l'air, il a un petit sourire que l'on pourrait considérer comme énigmatique. Il est assis sur ce qui pourrait être un coffre, une arche, un vaisseau. Donc, il a devant lui un pied, c'est-à-dire une souche d'arbre, avec deux branches qui ont poussé. Donc, on retrouve le jeu de mots de soche à coche, de la souche au bateau. Et aussi, il est intéressant d'introduire un nouveau mot, parce que le personnage est donc occupé, enfin mélangé avec du bois. Deux branches, donc c'est du bois. Alors, un synonyme de bois en moyen français, c'est laine. Et laine, c'est évidemment un anagramme de alien. Voilà. Donc tout est fait pour nous ramener à l'idée que ce personnage que l'on voit, qui est bien humain, soit il sait des choses, il est en contact, il sait des choses concernant des étrangers qui sont dans le ciel, soit il en est un lui-même. À l'image suivante, donc ce sont des chapiteaux du XIIe siècle. Vous voyez ce que l'on voit relativement fréquemment aussi dans les cathédrales, les églises romanes. C'est une tête un peu bizarroïde, intermédiaire entre l'humain, l'homme, le monstre, l'humanoïde, voilà. Et ils sortent de leur bouche justement des sortes de lianes, de plantes grimpantes, voilà. Voilà, comme si donc le rattachement entre la forme de la tête humanoïde et la liane, comme si on voulait nous dire, eh bien oui, ces êtres-là aux têtes si bizarres, ce sont des étrangers. Il y a quelque chose, là, il y a quelque chose, parce que ces chapiteaux existent bel et bien. C'est pas moi qui les ai inventés, c'est pas moi qui les ai dessinés. Ils existent encore dans les monuments. N'importe qui peut aller les voir, les photographier. Et donc voilà, il faut comprendre le message qu'ils nous disent, aussi audacieux soit-il. Sur la diapo suivante, voilà. Ouais. Bon, on retrouve encore c'était à la cathédrale d'Albi, au château de Châteaudun et au cabinet royal de François de Blois. Bon, il y a introduction ici d'une sorte de monstre qui peut être soit un monstre marin, soit un serpent autour du fameux vaisseau. Donc ça débouche aussi sur un message qui peut devenir de plus en plus sophistiqué. Bon, on va peut-être pas s'y étendre plus. Si ce n'est au milieu, de voir que ça fait comme deux serpents quoi, qui seraient assez agressifs et qui sont de chaque côté d'un vaisseau, quoi.
Donc les monstres, les bêtes peuvent s'appeler des coqs cigrues. Et donc ils ont posé leur mâchoire quoi sur la coque, c'est-à-dire le bateau, le vaisseau. On peut faire penser aussi au serpent brûlant que Yahvé dans la Bible a envoyé contre les Israélites. Les serpents brûlants qui ont tué beaucoup de gens en Israël, qui pourraient être identifiés à des armes technologiques comme des missiles balancés d'un vaisseau aérien vers le sol. Et donc ça peut imiter, pour peu que ça zigzague un peu, ça fait la forme d'un serpent. Il y a des chercheurs qui avaient remarqué ça. Voilà. Donc ça montre, vous comprenez, le dessin se ramifie, il y a des variantes dans certains lieux, Oui, c'est etc. ça, voilà, il y a des variantes, mais on retrouve toujours la même, bah, j'ai presque envie de dire, la même souche, si je puis dire, la même racine, enfin Oui, bon, bref, on n'en sort plus avec les exactement. jeux de mots, mais c'est à peu près ça, il y a toujours cette même signification. Voilà. Donc à la vue suivante, ce sont des dessins qui ont été faits par des Japonais aux environs de l'an 1800, suite à un épisode qui était survenu dans un village du Japon. Il y a un bateau surprenant quoi, qui avait accosté, qui était arrivé sur l'eau. Bon, les villageois étaient arrivés, il avait une coque de cristal avec aussi des plaques de bronze. Il ressemblait pas en fait au bateau classique. Et on l'a représenté de la façon qui est là. Ça s'est passé à Utsuro Bune, voilà, en 1803. En tout cas, ce ne sont pas des Euh, bateaux comme on les connaît, hein, ça c'est... non, non, ça ferait plutôt penser à des Oui, ovnis. complètement, oui. Ce sont des dessins qui bon, sont différents l'un de l'autre, mais ont été faits à l'époque. Donc ce sont des témoignages quand même assez directs, quoi. Et on sait qu'on a vu des ovnis sortir ou rentrer dans l'eau. C'est ce qu'on appelle des osnis, quoi. Ovnis sous-marins non identifiés, ou ovnis aquatiques, objets aquatiques. Oui, au Ohani, je pense qu'ils appellent ça aussi, enfin bon, c'est... Voilà, Oui, mais voilà, c'est c'est vrai ça. qu'il y en a, c'est vrai qu'il y en a aussi, oui. Et donc ça ressemble bien quand même à ce qu'on voit dans les monuments voilà, français. La photo suivante récapitule à la cathédrale d'Albi. On approche hein, de la fin du diaporama. Euh, et donc la photo suivante, voilà, vous avez les anges qui sont debout. Hein, sont debout. Au-dessus, vous avez soit un vase, soit un empilement de vases. Et au-dessus encore, vous avez les oiseaux. Donc bon, ben, tout est là pour conclure que le vaisseau, le vase en question, représente le vaisseau des anges dans lequel il se déplace dans les airs, dans l'espace. Et les oiseaux pourraient être là pour nous rappeler que c'est volant, justement. Voilà, C'est ça, exactement. voilà, Voilà, exact, voilà. c'est une énième présence des volatiles. Mais oui. Je te passe la dernière diapo. Donc il faut voir qu'on aurait pu prolonger, hein, mais bon, on ne le fait pas parce que ce serait à la longue fastidieux quand même. Mais tous ces éléments existent bien, quoi. Voilà, des tas de gens quand ils visitent, ils passent devant, donc, leurs yeux passent dessus sans qu'ils le voient, parce qu'ils ne comprennent pas. Sauf peut-être certains initiés qui eux savent tout à fait de quoi il s'agit. Mais malheureusement, ces initiés, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Donc on est obligé d'interpréter de nous-mêmes. Voilà. Donc ici à gauche, c'est au château d'Amboise. Vous avez un grand oiseau, les ailes dépliées. Hein. L'oiseau a un peu l'air d'un humanoïde à genoux, accroupi. Quoi. Et il a deux de ses petits sur les genoux. Et donc il se tient sur une soucoupe. Voilà, donc c'est parfait. Et de chaque côté, vous avez deux espèces de serpents, de monstres, hein, de monstres qui n'existent pas dans la nature, qui montrent le côté, enfin,
Il indique que tout ceci cache quelque chose d'important et de surprenant. Et sur les côtés, de chaque côté de l'oiseau, vous avez des espèces de lianes, de pousses végétales. Voilà. Donc c'est encore le même message qui se dessine. Et à droite, je termine avec quelque chose qui est pas mal, un peu plus complexe au niveau de la structure, pardon. C'est dans la galerie François Ier du château de Fontainebleau. Et donc, si vous regardez bien, vous avez en numéro 3 un ange qui, avec ses ailes, nous présente un panneau. Le centre du panneau, en numéro 1, c'est en fait un disque. Il y a un petit relief, hein, c'est un disque. L'ange nous présente un disque. Euh, voilà. De chaque côté du panneau, vous avez, en numéro 2, vous avez des oiseaux. Une fois de plus, hein, ils sont là. Hein, ce qui pourrait signifier que le disque est volant. Les oiseaux sont posés sur une structure de plantes grimpantes ou lianes. Et, euh, et donc, il faut voir tout en bas, vous avez le numéro 7. Vous voyez, et donc, c'est le propos, en fait, de la boiserie, hein, de Siebeck de Carpi, c'est de présenter les 3 lys de France. Donc, il faut comprendre que cette petite décoration accessoire, qui occupe en fait une très grande surface, elle est rattachée en fait à la royauté française. D'accord? C'est connecté, c'est un des privilèges, un des secrets du roi de France, de la royauté. Au-dessus, la couronne. Dans la couronne, 2 boucs. Et pourquoi je me lâche un peu là, hein, pour terminer. Les, les boucs, les boucs, pourquoi des boucs? Pas parce que le mot bouc en moyen français désignait un passage étroit. Donc ici, le passage étroit, c'est le passage auquel on n'a pas un accès si facile. C'est le passage de l'initiation, c'est le passage des secrets, c'est le passage de la couronne concrètement ici. Pour passer à travers la couronne, c'est le passage secret de la royauté. Voilà, en numéro 5, vous avez un bouton de fleur, une structure en bouton de fleur. Le bouton de fleur, voilà, c'est ouvert. Et l'ange surgit, et l'ange jaillit du bouton de fleur, de la fleur ouverte. Et vous présente le secret en question. Voilà. Et ben voilà, terminé. Eh bien, en tout cas, voilà, on peut constater que on n'est pas au bout de nos surprises, si je puis dire, parce que avec tous ces détails. Alors, combien de temps ça vous prend, Didier, de faire tout... Bah, c'est vraiment une passion, quoi. Hein. C'est Oui, une passion oui. depuis 25 ans. Oui, c'est ça, voilà, Donc exactement. Oui. j'ai eu le temps j'ai eu le temps de voir beaucoup de choses, de les photographier, de réfléchir, d'étudier, de faire le tour de certains aspects. D'autant plus que, bon, alors oui, c'est ça, donc effectivement, vous êtes connu quand même pour avoir justement étudié ben, les châteaux dont vous avez cité aujourd'hui comment donc le fameux château de Versailles, château de la Loire, etc., le château de Chambord, donc tout ça, vous êtes attaché à toutes ces architectures qui sont, somme toute, très très belles, très très attrayantes. Mais comme vous dites, hein, le touriste moyen, le touriste lambda qui va passer là, va simplement ben, constater la belle décoration sans, pour ça, décoder quoi que ce soit. Alors c'est vraiment intéressant parce que vous devez certainement, ben, comme je l'avais déjà dit, je crois, dans l'autre interview, en découvrir encore et encore, même en repassant sur des décorations, parce que je suppose que votre lecture aussi change au fur et à mesure, au fil des ans. Voilà, vous vous ouvrez de plus en plus à une certaine lecture, donc en fait, on n'a pas fini d'en découvrir quelque part. Oui. Parce que vous voulez, bizarrement, quoi, ce que j'ai découvert au début, il y a plus de 20 ans, quoi, ça ne fait que se compléter, se confirmer aujourd'hui, quoi. Voilà, et en fait, il y a 2 choses, à mon avis, qui sont codées dans les monuments, quoi. C'est l'existence de l'Atlantide, des civilisations antédiluviennes, qui ont laissé un message, qui ont laissé quelque chose, probablement des objets, des artefacts, à destination du futur, parce que très probablement c'était des civilisations déjà très évoluées,
et aussi ces connexions, ces témoignages sur les formes de vie extérieures. Voilà, c'est les deux thèmes qu'on retrouve constamment. C'est ça. En fait, on peut tout recouper clairement, bah, je l'espère en tout cas, c'est de compléter ce puzzle parce que il s'agit vraiment d'un puzzle ou d'un puzzle comme vous dites en France, parce qu'on m'a déjà fait la remarque il y a pas longtemps. Voilà, donc c'est vrai que bah, c'est excitant. Alors, je suppose que déjà la France est déjà un grand pays, c'est déjà énorme à parcourir. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels de temps en temps vous faites Alors, des observations similaires? je n'ai pas vraiment étudié ce qui se faisait d'autres pays. J'ai l'intuition quoi que en fait la décoration qui s'est faite en France, c'était la décoration qui avait cours dans la chrétienté, c'est-à-dire dans tous les pays d'Europe, qui étaient tous chapeautés par l'Église. Et donc je me demande en fait si ce qui est codé en français quoi n'est pas codé dans différentes langues. Ah Vous oui, ce comprenez? serait intéressant. C'est un truc de fou quoi, mais je me demande si par exemple si on allait voir en Italie les monuments qui sont à Rome, à Milan, à Florence, etc. Je me demande et je pense que on pourrait les déchiffrer aussi bien en français qu'en italien, quoi. Parce que ce code a une importance pour ceux qui le font capitale, quoi. Et donc, il est possible que dans différentes langues, en fait, ça fonctionne. En d'autres termes, que l'on ait inventé certains mots pour qu'ils se prêtent à ce codage. Voilà, qui soit finalement Ouais, universel quelque part. Voilà, oui, c'est ça. un Ouais, ouais. langage universel. Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, en tout cas Didier, grand merci pour cette belle conférence, en tout cas cette démonstration, parce que pour ma part c'est une vraie démonstration, il y a vraiment quelque chose à creuser là derrière, c'est le cas de le dire. En alchimie, on emploie un creuset, j'invite les auditeurs à creuser encore et encore tout ce décodage et pourquoi pas apporter leur pierre à l'édifice, hein, pourquoi pas s'ils ont également des versions, des bâtiments, pourquoi pas, on pourrait un jour peut-être réunir toutes ces photos et en faire finalement un échange, ce serait intéressant. Voilà, mais en tout cas, donc encore grand merci. Alors quels sont vos projets pour 2019, Didier, si vous en avez toutefois? Est-ce que vous avez encore des livres et également projets J'ai deux livres qui sont écrits, quoi, qui doivent sortir. Non, évidemment, ce n'est pas une sortie mondiale, malheureusement. Mais je vais essayer de publier ces bouquins de la meilleure façon possible. J'ai le livre Aux portes de l'Apocalypse, qui contient notamment le sujet y a-t-il dans les monuments codé une révélation extraterrestre? Ça contient aussi des tas de trucs sur les hommes lions, la connexion Atlantide, tout ce déchiffrage des détails d'architecture. Et puis aussi, j'ai un bouquin sur Marie-Madeleine. Marie-Madeleine mise à l'index. Voilà, parce que le code aussi se diversifie dans ce sens-là. On peut trouver des éléments sur Jésus-Christ, sur Marie-Madeleine. Voilà. Et on se rend compte encore une Voilà. fois que tout est lié, hein, que de toute façon vos travaux sont interliés, quelle que soit justement l'époque, qui a 25 ans ou maintenant ou même dans un futur proche. Oui, oui, parce que vous avez même des gens comme Howard Crowhurst, qui étudient les mégalithes, et donc ils découvrent que les menhirs de Karnak, par exemple, sont posés avec précision pour témoigner d'une certaine géométrie, contiennent des allusions à l'unité de mesure mètre. La Grande Pyramide aussi contient une géométrie précise, contient des allusions par la coudée royale au mètre. Vous avez des points cartographiques qui se recoupent et tout. Et donc ce codage que je m'occupe à étudier n'a pas commencé quoi, même il y a quelques siècles. Il avait probablement cours déjà il y a des millénaires, mais d'une façon surprenante. Et de toute façon, toutes ces structures, notamment les pyramides, auront été certainement, en tout cas guidées ou téléguidées alors je sais pas si c'est par des êtres ou par des vaisseaux, mais en tout cas, d'un point de vue spatial, on peut le voir avec Google Earth,
qui se rapproche notamment, ben, encore une fois, de cette fameuse constellation de l'Orion. Enfin bon, ça, je suppose que les auditeurs iront voir eux-mêmes, mais effectivement, c'est un petit peu ça, et on revient avec le fameux château Waron, alors si je ne m'abuse, hein, c'est ça, hein, donc, qui est, qui est l'anagramme d'Orion, et j'arrive même pas à dire Waron, tellement que mes yeux lisent directement Orion, enfin voilà. Donc, mais donc en tout cas, grand merci. Je sais que vous avez aussi également bien un site internet. On mettra toutes les descriptions en bas, dans la description justement, on mettra tout ça. Vous avez également aussi une chaîne YouTube où on peut vous suivre. Vous avez fait quelques vidéos également. Où vous créez vos propres vidéos et finalement c'est pas plus mal. Hein. On a directement l'auteur et ses vidéos, voilà. En tout cas, grand merci Didier, c'est très gentil à vous. Je vous remercie, Alexis, de m'avoir invité dans votre émission. C'est un grand plaisir. C'est vraiment sympa. C'est un grand plaisir parce que... Oui, excusez-moi. Non, je vous en prie. Non, je suis toujours heureux de pouvoir témoigner de mes hypothèses, de mon travail. Oui. Oui, parce que j'ai un grand respect pour ça, parce que vous êtes vraiment pour ma part, le seul en France, et même en francophonie, hein, que ce soit en Belgique, au Canada, en Suisse, je connais absolument personne d'autre qui fait ce travail-là. Et donc voilà, oui, mais c'est vrai, je le redis et je le redirai encore, parce que finalement, on attend qu'il y ait d'autres décrypteurs, hein, qui pourraient éventuellement, pourquoi pas, échanger avec vous, ce serait intéressant, mais apparemment, il n'y a personne qui ose, comme vous dites souvent, qui ose s'aventurer là-dedans. Donc voilà, moi je trouve ça très courageux de votre part. Et puis en même temps, je pense que s'il y avait un homme qui devait s'en occuper, ou une femme en tout cas, voilà, c'est vous. Donc voilà, grand merci. Oui, ça pourrait être intéressant aussi que les gens qui voient des monuments, dans les monuments, ont des choses intéressantes ou énigmatiques, le photographie et m'envoie après ce qu'ils ont vu. Tout à fait. Vous avez alors comment est-ce qu'on pourrait éventuellement vous contacter, Didier, si jamais il y a des personnes qui voudraient vous envoyer justement. C'est facile de me contacter à partir de ma page Facebook. D'accord. Ok, parfait. C'est encore le plus simple. D'accord. Je mettrai tout ça en lien. Il n'y a pas de souci. Tout ça en description comme d'habitude. Moi, je vais dire au revoir aux auditeurs. À très bientôt, cher Didier. D'accord. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Donc, chers auditeurs, comme d'habitude, vous le savez, commentez, likez si vous avez plu, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, et moi, de toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À tout bientôt. Au revoir.